La philosophie analytique, enfin en France en tout cas, elle est très mal vue. Et donc, après dire que c'est un échafaudage, je pense que c'est des questions qui se. Enfin, la preuve, c'est qu'en effet, je trouve ça intéressant de remonter à Aristote parce que c'est pour montrer que ces questions, on se les pose depuis très longtemps. Et en effet, je suis d'accord avec toi, on n'y a pas répondu. Ouais. Quelle est la différence entre la philosophie analytique et votre philosophie? La philosophie analytique, elle est très rigoureuse dans ses méthodes. Elle s'inspire de la logique, elle a beaucoup travaillé sur la logique, sur le langage, enfin, elle dérive aussi. Elle s'interroge sur qu'est-ce que le langage, quel est leur. Comment? Oui, la logique aussi, enfin. Oui, ça dérive de l'épistémologie, enfin toutes ces questions qui datent donc en effet, enfin d'Aristote de Kant, qu'est-ce que je peux savoir? Et il cherche à échapper à une sorte de, on va dire, d'arbitraire, de dire bah moi je pense que. Il cherche à démontrer ce qu'ils disent, quoi. Voilà. Il y a une volonté, comme on dit, elle est analytique parce qu'elle dit elle cherche à être très rigoureuse dans sa démarche. Elle s'oppose à quelle autre philosophie? Bah, globalement, la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie continentale, européenne, où on reste dans. Chacun dit un peu ce qu'il veut, enfin, c'est une caricature de tout ça, mais il y a un peu de ça, quoi. Voilà. Alors qu'eux, ils cherchent à dire. Voilà, ils s'opposent des arguments logiques. Voilà. Et ils s'inspirent beaucoup, ils sont très très proches de la science. C'est-à-dire que, par exemple, la position, comment dire, des dualistes, des gens comme ça, bah, ce que leur reproche les collègues, c'est de dire oui, mais donnez-nous un exemple. Et quand il n'y a pas d'exemple de type scientifique, on va dire, bon, bah alors, oui, ok, vous avez fait une spéculation, mais nous, on veut réfléchir sur des exemples parfaits. Et en même temps, à partir de là, dérouler. Il y a un côté, ça se veut, enfin, on pourrait presque l'appeler une philosophie scientifique. Ça se veut une démarche très rigoureuse. Ça devient un solipsisme. Oui, enfin, je trouve que, bon, après, on peut s'intéresser ou pas, hein. Enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que les questions qu'ils posent, moi, je les trouve. Enfin, celle-là, elle est vraiment. Elle reste intéressante. Et elle a des conséquences, comme on a dit, de politique. Voilà, si on dit, si le gouvernement veut faire un plan de lutte contre l'autisme, il fait quoi? Il investit dans la psychologie, le machin, ou il investit dans des laboratoires de recherche neurologique, de la science du cerveau, etc. etc. Où est-ce qu'on met l'argent? Les deux, en haut ou en bas? Ouais, les deux. Ouais, mais bon. Rester dualiste. Faut toujours. Enfin bon. Oui, alors moi je me demande, est-ce que la conscience peut émerger parce qu'il me semble qu'il y a une différence qualitative entre l'absence de conscience et la conscience. Donc si on dit que la conscience émerge de la matière, est-ce que ça ne voudrait pas dire que la conscience serait partout et que par exemple un thermostat serait un tout petit peu conscient? Il y en a qui le disent. Même chez Bergson, le thermostat ne serait pas conscient, mais n'importe quel être vivant est conscient. On trouve ça aussi chez Nietzsche, mais surtout chez Bergson, clairement. Chez Bergson, dès qu'il y a de la vie, il y a de la conscience. Après, alors là, et là, la philosophie analytique, elle dit, ouais, qu'est-ce que vous appelez conscient? Définissez déjà ce qu'est la conscience. Et là, on rentre dans un grand débat. Mais les Américains appellent la conscience the hard question. Vraiment la question la plus dure actuellement. C'est le point dur. La conscience, bien sûr. La conscience. Oui. Moi, j'avais une idée d'une explication alternative à l'émergence qui serait basée sur la notion d'un emboîtement infini de niveaux d'organisation. C'est-à-dire, moi, je vois la conscience comme un intérieur qui perçoit un extérieur. Donc, s'il y a une infinité de niveaux emboîtés les uns dans les autres, à ce moment-là, par rapport à tout niveau, il y aura toujours un niveau intérieur à ce niveau-là, et ça serait peut-être pour moi cet emboîtement infini qui produirait la conscience. Tu relis ces notions de propriété émergente, comme la conscience, mais on peut dire d'autres choses, de la notion d'emboîtement infini, enfin, ce que moi j'appellerais la complexité.
Et pour moi, c'est lié. Voilà, il y a bien ce qui fait qu'on parle d'émergence, ce qui fait qu'on n'arrive pas. Parce qu'on parle d'émergence quand on n'arrive pas à expliquer le niveau du dessus par le niveau du dessous. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai parlé de relation, hein, c'était pas totalement innocent, mais c'est lié à la notion de complexité. Donc quand on a un grand nombre d'éléments en interaction. Ouais, mais là, c'est pas seulement un grand nombre, c'est un nombre infini. C'est-à-dire, bon, ça reposerait sur la supposition que bon, il y a les molécules qui sont faites d'atomes, qui sont faites de particules, qui sont faites de quarks, et les quarks eux-mêmes seraient faits de quelque chose d'encore plus petit, et ainsi de suite à l'infini. Donc c'est une supposition, ça, bien sûr. Mais déjà un grand nombre, ça marche, enfin, ça suffit à. Moi, l'infini, en gros matérialiste, j'ai un problème avec l'infini. Oui, un grand nombre, ça supposerait que ça s'arrêterait à un niveau donné, et à ce niveau-là, il n'y aura plus rien d'intérieur par rapport à ce niveau. Et donc, pourquoi il y aurait de la conscience Ben justement, j'ai lu il y a pas longtemps, je suis tombé sur, je crois que je vous avais dit, sur une phrase de Eddington. Eddington, qui est mort en 1946, je crois, un grand savant, qui a découvert, je ne sais pas trop quoi, enfin bon, bref, contemporain d'Einstein, etc. Eddington, une phrase qui m'avait frappé: si le monde si l'univers est homogène, on doit trouver, si l'univers est homogène, il doit y avoir si l'univers est homogène, il doit y avoir un arrière-plan d'esprit en dehors de notre esprit. Il doit y avoir un arrière-plan spirituel en dehors de notre esprit. Il a utilisé le mot spirituel. Oui, donc c'est pas le mot spirituel, mais c'est presque ça. Si l'univers est homogène, si toutes les lois ont tout pareil dans l'univers, aussi loin qu'on peut aller, alors il doit y avoir un arrière-plan de type esprit en dehors de notre esprit. Alors, oui, le mot qu'il a utilisé, c'est important, parce que moi, je ne me souviens pas avoir entendu. Un arrière-plan d'esprit en dehors de notre esprit, ça sert. On ne peut pas y avoir une nécessité logique. Hein? On n'a pas la nécessité logique. Excusez-nous. Si, la nécessité logique, c'est que le monde est homogène. C'est-à-dire qu'on trouve président est au fond, mais c'est Romain qui va lancer. on trouve toujours les mêmes lois, les mêmes lois qu'on retrouve dans tous les domaines, quoi. Hein, bon. Et même on est profondément étonné au bout du compte, certaines lois qu'on retrouve partout et qu'on retrouve dans la biologie comme dans la truc, quoi, hein, l'eau boit à 100 degrés, etc. Voilà, l'univers est homogène parce que les lois, on retrouve toutes les mêmes lois partout, et comme par hasard, au bout du compte, comme tu disais, l'atome, etc., et on arrive au quark, et puis, etc., et au bout du compte, on trouve la vie et le vivant. Et l'esprit, qui est le propre de l'homo sapiens, c'est presque le même. Il y a l'esprit. Alors là, l'esprit, chacun, enfin, j'ai une définition qui parle à moi. Hein, Merci Raoul. Christian. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est pas ce que j'ai entendu, c'est pas ce que j'ai lu sur l'émergence. Et en particulier, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, voilà sur l'émergence, c'est dire que le tout est plus que la somme de ses parties. Oui, c'est une notion triviale. C'est une façon simple de le dire. Ce que j'avais lu, c'est autre chose que ça, justement. Que le tout était plus que la somme de ses parties, mais pas seulement. Il y avait autre chose. Et, par exemple, je vois un truc qui me paraît essentiel. Les propriétés émergentes sont irréductibles et ne peuvent être déduites des phénomènes de bas niveau à partir desquels elles émergent. Alors, l'émergence, c'est à la fois le tout est plus que la somme de ses parties, mais en même temps, on ne peut pas expliquer la somme des parties on ne peut pas expliquer les propriétés par les. Oui. C'est-à-dire que si on pouvait expliquer les propriétés dites émergentes par une combinaison de ça, il n'y aurait pas d'émergence.
Si je peux expliquer, Mais par, non, par exemple il n'y a pas aujourd'hui, d'émergence. Un ordinateur aussi, le tout est plus que la somme de ses parties. On connaît chacun des parties. On connaît chacune des parties. On peut très bien expliquer comment l'ordinateur fait les effets qu'il produit. Il n'y a aucun problème. Le tout est plus que la somme de ses parties. Mais on peut très bien expliquer comment les propriétés. je ne vais pas ramener toute l'émergence au tout et la somme. Justement, Si c'est un peu le slogan, mais ça ne dit pas le contraire de ce que la notion de soit on dit que c'est le tout et la somme des parties, dans le cas c'est industriel, soit on dit que c'est plus que ça. C'est le tout et la somme de ces parties, mais en plus, les propriétés ne peuvent pas être expliquées comme d'après en décortiquant les choses. À ce moment-là, à mon avis, c'est une connerie. Il n'y a aucune raison de penser qu'on peut pas les expliquer. Son émergence, il me semble que ça s'oppose au réductionnisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle à expliquer, un obstacle à franchir ça, à expliquer, c'est pas seulement l'hypercomplexité, c'est autre chose, un obstacle de principe, à expliquer les propriétés comme étant le résultat des parties. Les propriétés émergentes ne sont pas explicables comme étant ça s'oppose pas vraiment. Ça se positionne, j'ai envie de dire, entre le réductionnisme, qui est le physicalisme, qui veut dire voilà, tout est physique, etc. Ça se positionne entre cette position-là et le dualisme. Parce que c'est pas non plus un dualisme. Oui. Donc ça se positionne au milieu. C'est rien au milieu, c'est ça le problème. Ah, bah si, il y a l'émergence. Mais non, c'est pas une position tenable. Ah, enfin, ça dépend. Si on se positionne en termes, encore une fois, au niveau épistémologique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la C'est tenable en faisant comme on disait, en faisant une salade de mots, on mouline des mots, mais bon, c'est pas satisfaisant. Quelle serait l'alternative entre le dualisme et l'émergentisme? Quelle serait la troisième solution? Comment toi tu l'expliques? Le matérialisme, réductionniste. Toi c'est réductionniste. Non. Non, Je suis non, mais on a. plutôt du côté du dualisme. Ah oui, d'accord. Mais entre les deux, il n'y a rien. D'accord. Non, il y a trois choses. Il y a le réductionnisme matérialiste, c'est-à-dire il y a quelque chose, un jour tout sera physiquement explicable, comme la chimie, on dit absorbé par la physique, la vie sera absorbée, l'esprit sera absorbé. Ça c'est une possibilité. La deuxième c'est le dualisme, c'est complètement différent, c'est-à-dire et le troisième c'est l'émergence. Mais quelle est la quatrième? Mais c'est pas l'émergentisme, c'est pas une position tenable. Non mais quelle serait la position tenable pour savoir qu'il y a apparemment la matière, la vie et l'esprit? Comment toi tu l'expliques? Ou tu dis c'est Moi, comme ça? Comment tu fais? Dualiste. Enfin, bon, Oui, d'accord. je n'ai pas tout à fait le dualisme cartésien, mais bon. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est une position tenable, Ah oui, oui. contrairement à ce que pensait le matérialisme. Non, mais. Et le matérialisme est aussi une position. Je ne suis pas sûr que ce soit une position tenable. Enfin, ça fait semblant de tenir au moins. Non, mais là Mais c'est clair. l'émergentisme, c'est pas tenable. Mais Christian, je crois ici, on ne convainc pas l'autre. Moi, quand j'anime, c'est penser ce que vous voulez, mais sachez ce que vous pensez. Voilà, maintenant on sait que tu es dualiste. Voilà. Mais on ne peut pas dire j'ai raison, Pascal a raison. Chacun dit comment lui il voit cette. Pourquoi faire ça n'a aucun intérêt? Hein? Ça n'a aucun intérêt. D'écouter les autres, mais pourquoi? Intéressant. Non, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. L'intéressant, c'est les arguments. Ah, mais justement, moi ça m'intéresse beaucoup, si je viens avec Café Philo, que quelqu'un a une autre vision des choses, et peut-être il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé. C'est pas intéressant de faire des collections d'opinions. Non, mais pas une collection, mais si l'autre. Mais pourquoi un échange? C'est que l'autre a vu des choses, a pensé des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Mais maintenant, parce qu'il faut que je peux me libérer, je te dis plusieurs choses. La première chose, par rapport à la philosophie analytique, c'est vrai que c'est pour moi, mais c'est la théologie, la philosophie était dans le Moyen-Âge, vous savez tous, la servante de la philosophie était la servante de la théologie, hein, c'est-à-dire on philosophait uniquement pour justifier l'existence de Dieu, et la philosophie analytique, c'est la servante de la science. C'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire
la rigueur de la science n'est pas la rigueur de la philosophie. La rigueur d'un argument n'a rien à voir, on ne peut pas faire l'expérience, ce n'est pas un modèle. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qu'est-ce qui distingue la vie de ce qui n'est pas la vie? C'est que même la bactérie la plus primitive discerne ce qui est bien pour elle et ce qui est mauvais pour elle, c'est-à-dire elle juge. Elle juge, ça me profite. Une pierre, on peut le mettre à côté du bois, etc. Elle ne juge pas ce qui est profitable et pas profitable. C'est pas la conscience. La conscience, c'est... Oui, non, mais au fond, c'est rien, surtout sur rien. Mais ça, c'est une fois dit ça, il faut quand même savoir ce qu'on... Oui. Non, mais on n'a jamais vu une pierre changer de position ou de... C'est-à-dire, si on dit tout est mystère, mais il y a peut-être des choses où chacun pense quand même s'expliquer quelque chose, que la vie fait la distinction entre ce qui lui profite et ce qui lui nuise. La conscience, c'est l'animal, j'adore les animaux, mais ils ne font pas une méta-jugement, c'est-à-dire ils ne se demandent pas est-ce que je ne me trompe pas en faisant cette distinction, c'est-à-dire c'est une méta-pensée. Est-ce que mettre en cause la conscience? C'est ça la conscience de la conscience. Mais sur le minéral, on ne sait rien. Non, mais ce qu'on peut observer. Mais peut-être qu'il s'aime, peut-être qu'il souffre. Peut-être quand je marche là-dessus, il souffre. Oui, merci, on peut rien. Mais peut-être il souffre. Peut-être en ce moment il souffre. Oui, mais tout est possible. Troisième chose, c'est l'émergence. Et là, il y a ce qui est très bien montré. Qu'est-ce que c'est le matérialisme? Il y a deux types de matérialisme. Il y a le matérialisme, la matière est physique. Et puis il y a Diderot, il y a Raymond Ruyet, un philosophe contemporain, et puis il y a un certain Nagel, un américain. Peut-être l'électron a déjà, c'est-à-dire dans la matière, il y a peut-être déjà l'esprit. C'est-à-dire qu'il contient tout ce qui ensuite on découvre. C'est là peut-être que la physique n'est pas réductible ou la physique. C'est ça peut-être. Dernière chose, moi je suis pragmatique. Pascal, qu'est-ce que ça change, tes théories, est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme au Moyen-Âge le sexe des anges, ou est-ce que c'est, si un enjeu philosophique, là je suis pragmatique, ne change pas ma façon d'aimer, de militer, de réfléchir, etc., quel est l'enjeu existentiel de savoir est-ce qu'il y a la causalité descendante ou ascendante? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est le sexe des anges? Non, vas-y, si tu as quelque chose à dire, dis-le, puis après je bloque. C'est du temps, là. Ça, oui, c'est pour cette histoire de conscience là que toute vie a conscience. Ça rejoint un peu ce que tu as dit. C'est-à-dire, effectivement, bon, on sait rien sur les pierres, mais il faut bien imaginer qu'il n'y a pas de vie, parce que sinon on ne s'en sort pas. Parce que par exemple, il y a des fois je dis la vitesse de la lumière n'est pas dépassable, et certains me disent qu'est-ce que t'en sais? Est-ce qu'un jour elle va être dépassée? Non, mais d'accord, c'est pas un argument, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que t'en sais si un jour, et s'il y avait des martiennes, etc. Pour moi, c'est pas un argument, ça. Il faut bien qu'on se base sur des choses quand même. Après, moi, alors évidemment, une cellule, je ne pense pas qu'elle ait notre conscience en nous, quand même. On est un tas de cellules. Hein. Mais ce que font les êtres primitifs, c'est ce qu'a dit Gunther, je le dis autrement. Enfin, ils font un constat. Ils constatent qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Vous savez, la fameuse phrase de Nietzsche. C'est ça qu'ils font, en fait. Ils constatent, oui, plus, mais à la base, ils constatent qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Et après, ils agissent selon le... Et donc, à partir de là, on peut considérer que c'est une conscience, quand même. Et alors, quel est le niveau, le degré? Alors là... Ça, c'est ce que Nietzsche appelle l'interprétation. Oui. Pas forcément, on n'a pas besoin de conscience pour l'interpréter. Mais après, il y a des problèmes de définition. Non, mais c'est ça. Voilà. Mais alors, je voudrais répondre plusieurs choses. À quoi ça sert? Alors, je dirais tout simplement déjà, comme disait Kant, alors tu dis, Kant il dit qu'est-ce que je peux savoir?
C'est une des trois questions. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que je peux savoir? Là, on est dans des tentatives de réponse à cette question-là. Donc, on va pas dire que Kant n'était pas philosophe. Donc, on va pas dire que dès qu'une question n'est pas juste est-ce que je dois, je sais pas quoi, aller au restaurant chinois ou au restaurant japonais, alors si ça permet pas de répondre à cette question-là, c'est pas de la philosophie. La connaissance fait partie de la philosophie. Donc, quel est mon entendement? Voilà. Et Aristote disait l'homme aime la connaissance, je sais plus comment il le dit, mais il est attiré par la connaissance, etc. Donc la connaissance fait partie, enfin en tout cas l'interrogation sur la connaissance fait partie de la philosophie. Et d'ailleurs, donc ça justifie en soi, enfin bon, après on peut dire c'est un échafaudage, etc. C'est un échafaudage, mais comme j'imagine que des gens qui, les premiers récepteurs de la critique de la raison dure, ils ont dû se dire mais c'est quoi ce truc, bon voilà, c'est quand même là il tire les cheveux en quatre, machin, bah ouais. Donc il y a quand même là-dedans une démarche d'essayer de comprendre le monde. Et par rapport, et alors justement, in fine, moi je pense que si on ne comprend pas le monde, si on ne s'interroge pas sur la connaissance justement, qu'est-ce que je sais, quelle est la différence, et là on en revient à cette vieille différence antique, quelle est la différence entre une connaissance et une opinion? Et si je ne sais pas dans tout ce que j'ai dans la tête, qu'est-ce qui est du domaine de la connaissance et qu'est-ce qui est du domaine de l'opinion, eh bien moi je ne sais pas comment on fait pour s'orienter dans la vie. Si on mélange tout ça, on a le droit d'avoir... Il y a des choses qui sont notre avis, notre opinion. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les autres aient la même. Si ça n'a pas de fondement, moi d'accord, on a le droit de dire qu'on préfère, je sais pas, le restaurant chinois. Mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait aussi des restaurants japonais et italiens à ce moment-là. Enfin, je résume, mais pour dire que il y a une différence entre l'opinion et la connaissance. Et ça permet quand même de s'orienter dans la vie. Et tu parlais de politique. Ce genre de considération, ça a des implications politiques très fortes. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple, par exemple? C'est exactement cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? C'est un phénomène émergent, le peuple. Donc là, si on réfléchit à qu'est-ce qu'un peuple par l'intermédiaire du phénomène émergent, ça amène à se poser des questions sur la politique, par exemple. Réelles. Alors que ceux qui ne s'en posent pas, ils disent bah oui, le peuple ceci, le peuple cela. Mais de quoi tu parles? C'est là que la philosophie analytique elle est intéressante. De quoi tu parles là, quand tu dis le peuple? Ah oui, c'est vrai, le peuple c'est quoi, machin, blablabla. Donc, si on tire ce genre de choses, si on tire les ficelles de ce genre de questions, si on départ, alors on peut rester sur le domaine de la vie, etc. Mais si on va plus loin, en effet, on arrive à l'économie. Quel est le statut de l'économie? L'économie, c'est un phénomène émergent. Qu'est-ce que le peuple? Donc la politique. Qu'est-ce qu'une société? Qu'est-ce que... etc., etc., etc. Derrière cette question qui paraît extrêmement théorique, il y a des questions extrêmement pratiques et qui sont dans tous les domaines de la philosophie. Donc voilà, pour me positionner. Alors juste, je voudrais, par rapport au dualisme, j'ai juste un problème avec le dualisme, c'est que, ok, admettons qu'on ait un esprit totalement séparé du corps, mais alors de la même façon qu'à ce moment-là, il y a la causalité descendante, mais il y a quand même le problème de la causalité montante. C'est-à-dire, comment ça se fait que si je prends un médicament, je peux changer la psychologie de quelqu'un? Si mon esprit est totalement séparé de mon corps, comment un médicament enfin, je sais plus comment ça s'appelle, là, les chronotropes, les machins, les bidules. Moi, j'ai quelqu'un très proche de moi qui était un peu dépressif, mais qui avait des angoisses. Il prend un comprimé par jour, c'est fini, il n'a plus d'angoisse. Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique si l'esprit est détaché du corps, s'il n'y a même pas de phénomène. Ça c'est le côté du dualisme cartésien. Non, mais c'est le dualisme. Une autre forme de dualisme. Voilà. Donc, alors, ça serait intéressant à définir. Moi, j'ai défini quelqu'un, mais on peut le définir. Donc, de voir un dualisme qui ne soit pas un émergentisme et qui explique qu'un médicament puisse agir sur le corps. Enfin, non, sur l'esprit. Mais Hippocrate le savait déjà. Ah non, c'est pas ça le problème. Que l'interaction entre le patient et le thérapeute faisait que le patient pouvait évoluer. Oui, alors là, non, mais ça, c'est la côté descendante. Mais c'est vrai que les interactions montantes et descendantes sont un problème pour les dualismes, qu'elles soient montantes ou descendantes. Dans tous les cas. Comment ça communique? C'est le problème du téléphone. Et la causalité descendante, c'est un problème pour le matérialisme. Non.
Non. Non, justement. Parce que derrière l'émergentisme, et en particulier dans le modèle, faut jouer à un moment donné, il faut être honnête. Je veux dire, les émergentistes épistémologiques sont des réductionnistes kantiens. C'est-à-dire qu'ils pensent des réductionnistes kantiens. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'au fond, tout est physique, mais qu'on ne peut pas le montrer. On ne le sait pas. On ne pourra jamais le montrer. On ignore la réalité des choses. Mais ils le pensent. Au fond, c'est leur croyance. Donc, derrière l'émergentisme épistémologique, il y a, si l'esprit est en fait une combinaison du corps, une situation cérébrale, si je prends un médicament ou un effet placebo, mais ça se passe au même niveau. En fait, il n'y a qu'un seul niveau dans l'émergence. C'est-à-dire que, oui, c'est là, mais en fait, on est au niveau physique. Mais on a tous des problèmes. Il n'y a pas de doctrine qui n'ait pas ses problèmes. Pour matérialiste, ça a des problèmes, par exemple, c'est leur problème, comme la conscience. Non, c'est pas un problème. Jeune Sœur l'a bien montré en quoi c'est un problème. Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à la question sur le sexe des anges, etc. Pas simplement il y a un problème. À quoi ça sert, tout ça. Et moi, justement, le fin du fin, c'est que bon, finalement, ça nous permet de progresser, ça nous permet d'aller dans le domaine de la connaissance, etc. Mais en même temps, ça, je dirais, ça nous amène aussi à une certaine forme d'humilité. C'est-à-dire que, comme certains de ces hommes de science de la fin du 19e, je ne parle pas de ceux qui étaient... certains d'entre eux ont dit, finalement, on sait beaucoup de choses, mais finalement, on a encore beaucoup de problèmes. On ne comprend pas. Alors, l'intervention de Luther sur des pierres, sur des animaux, ça en dit non en fait. Il dit oui, bon, ils n'ont pas conscience. On les fait parler à notre place. On dit d'eux ce qu'on pense, ce qu'on pense, qu'on a pu observer. Alors une observation qui est peut-être complètement fausse, ou vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'humilité voudrait que, bien que nous ayons beaucoup avancé, beaucoup compris, que nous avons des connaissances très importantes, l'humilité voudrait que, au bout du compte, on se dise oui, on sait des choses, mais est-ce que je peux m'avancer pour je sais pas. Moi, je suis d'accord qu'il y a des choses qu'on... en particulier sur les animaux, quand on dit les animaux... lesquels mettre dans le même sac, ce raisonnement qui dit les animaux, mettre dans le même sac l'amibe, tout simple, unicellulaire, et puis un singe, un mammifère marin très développé, etc. C'est n'importe quoi. C'est pas la même chose. Et on dit les animaux. Moi je veux bien, mais moi je crois que, alors, et ça c'est vrai, mais derrière ça il y a des vrais... La vraie question c'est le matérialisme, on est d'accord. C'est ça qui m'intéresse en fait. Il faut le matérialisme. Le matérialisme. Mais, comment dire ce que tu entends par matérialisme, c'est tout n'est de la matière. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer toutes les conséquences du matérialisme. D'ailleurs, on ne dit plus matière maintenant, je ne sais pas si tu as entendu. On ne veut plus parler de matière maintenant. Oui, mais justement, on paraît un peu ringard quand on parle de matière. Oui, mais si, sachant qu'on parle de mesure la matière, la réalité ultime, elle n'est pas de l'ordre du discontinu, mais de l'ordre du continu. Voilà, alors c'est justement ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est un SMS que j'ai envoyé récemment à Günther, qui est une vieille citation, une vieille maxime qui est « la nature ne fait pas de saut ». Je l'ai envoyé en latin, qui est un vieux truc, qui s'adapte, pareil, des latins, voire des grecs, enfin bref, la nature. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je ne crois pas, je suis persuadé qu'il y a une forme de conscience, enfin même d'esprit, enfin de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que plus génétiquement on est proche, enfin dans l'arbre, plus ils ont la même chose que nous. Puisqu'en fait, sinon ça voudrait dire que la nature aurait fait un saut entre les singes et nous. C'est-à-dire qu'à d'un seul coup, il n'y avait pas d'esprit, il y avait juste une espèce de fonction comme ça, et puis d'un seul coup, il y a un esprit magnifique. Non, les singes aussi peuvent avoir un esprit. Mais c'est exactement ce que je dis, la nature ne fait pas de saut. Donc, tout est graduel. La nature fait des sauts. Justement, la nature,